Gérald Darmanin, vous êtes le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Nous allons revenir dans un instant sur les moyens engagés par l'État pour lutter contre le narcotrafic. Mais hier, vous étiez à Marseille avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Vous avez rencontré les proches de Mehdi Kessassi. Que vous a dit cette famille endeuillée? Je l'ai eu longuement au téléphone le lendemain de cet assassinat pour lui assurer d'abord évidemment des condoléances, mais surtout du soutien de l'État et des moyens très importants que nous mettrons pour retrouver les auteurs de cet assassinat. Je suis extrêmement confiant dans le fait que la justice, la police retrouvera les auteurs, les commanditaires de cet assassinat de son frère. Ensuite, dans la réunion qu'on a eue avec Elong, avec cette maman qui était évidemment profondément meurtrie d'avoir perdu 2 enfants, c'est 2 fils qu'elle perd en quelques années, de voir ses autres enfants protégés par la police et avoir une vie réduite à une vie de peur et de militantisme. Il est extrêmement courageux. Je pense qu'on peut voir que ce visage est celui du courage aujourd'hui. Je pense qu'ils sont aussi très conscients que, comme ils le disent eux-mêmes, c'est des gamins de quartier qui s'opposent à la contre-société du narcotrafic. Et sans doute, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus gênant dans cette histoire, c'est de voir que quand ce sont des femmes, des hommes politiques, des journalistes, des prises de position publiques contre le narcotrafic, c'est dur. On reçoit peut-être des menaces, les journalistes en reçoivent, et ils sont courageux, les magistrats en reçoivent, ils en sont courageux. Mais lorsque c'est quelqu'un qui vient des quartiers, d'une jeunesse populaire, qui s'oppose au narcotrafic, c'est insupportable pour les narcotrafiquants. Et c'est ce contre-discours très courageux de la famille Kessassi qu'il faut absolument protéger. Les vies humaines, évidemment, mais c'est le diamant de ce discours de courage qu'il faut protéger. Vous venez de le dire, la famille d'Amine Kessassi est désormais protégée. Peut-elle rester cette famille à Marseille, vivre? Je ne suis plus ministre de l'Intérieur, mais il y a des policiers très courageux qui permettent justement de continuer à vivre malgré la peur. On l'a vu dans les attentats terroristes. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est ce qui manque, si je peux me permettre, du débat politique que nous vivons, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas simplement une question de légalisation de consommation de drogue. Ça n'a aucun sens. Nous avons une menace intérieure du niveau, au moins du niveau, peut-être même supérieur parfois, au niveau de la menace terroriste qu'est le narcotrafic. Il y a des pays qui se sont effondrés du fait du narcotrafic. La Belgique, les Pays-Bas n'ont plus les moyens de lutter contre les narcotrafiquants. Des journalistes se font assassiner en Belgique, aux Pays-Bas. Des avocats se font assassiner, des magistrats se font assassiner. Le ministre de la Justice belge est resté pendant 6 mois enfermé. Il ne pouvait plus sortir de chez lui, ni lui ni sa famille, parce qu'il est menacé par la mocromafia. Vous savez, cette mafia du narcotrafic qui tient une partie des ports de Anvers et de Rotterdam. L'Italie, pendant 15 ans, a vécu au rythme d'une mafia qui a assassiné des magistrats, le juge Falcone évidemment, et une 60aine de préfets, d'hommes politiques, de journalistes, d'investigation. Ce n'est pas une question de consommation, parce que quand même vous légalisez, je suis absolument contre cette légalisation, mais imaginons, vous ne réglez en aucun cas le problème de celui de l'importation du trafic de drogue. Et si vous pensez que les trafiquants de drogue y croient dans leurs produits, comme le type qui bosse chez Peugeot, c'est que vous vous trompez, ils veulent de l'argent liquide. C'est 5 à 6 milliards d'euros d'argent liquide. Et notre problème, c'est pas que c'est une mafia comme les autres. C'est désormais une mafia qui est très puissante, qui corrompt des agents publics, qui corrompt des greffiers, qui corrompt des policiers, des gendarmes, qui corrompt peut-être des avocats, peut-être des magistrats. Ça peut-être. Vous le constatez en ce moment, Oui, ça fait 4 ans et demi. Vous avez des remontées? Alors je suis tenu à un certain secret, tant ministère de l'Intérieur que ministère de la Justice, mais oui, il y a des corruptions très actives dans toutes les couches de la société, peut-être même dans la classe politique. Peut-être même dans la classe politique. C'est peut-être. Attendez, dans la classe politique, ce sont des propos très forts, ce que vous venez de dire. Oui, je l'ai dit hier dans le journal de la Provence, c'est écrit noir sur blanc, la société marseillaise doit aussi se réveiller. C'est-à-dire qu'il y aurait en France des politiques qui seraient potentiellement contactés par des narcotrafiquants? Oui, c'est le principe de la mafia. Comme ça se passe en Italie, comme ça s'est passé en Corse pour le grand banditisme. À Marseille, pour les municipales? Moi, je ne veux pas faire de... C'est pas mon rôle de donner des bons points et des mauvais points. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant longtemps, le terrorisme islamiste a été mis de côté. Et on a dit, on peut discuter quand même avec une mosquée salafiste, avec une association border. C'est pas très grave. Et puis sont arrivés les attentats de 2015 et on a totalement changé notre façon de traiter avec l'islamisme radical, tant au niveau de la société, de la justice, de la police, que dans la vie locale. Il faut désormais avoir ce même réflexe. On ne peut plus faire semblant de voir que l'argent qui permet à certains commerces de fonctionner est de l'argent sale. On ne peut plus ne pas le voir. On ne peut plus ne pas voir que quand on dit non, on ne va pas mettre de caméras de vidéosurveillance là, parce que ça gêne un certain nombre de personnes, c'est aussi une façon de montrer qu'on est très naïf au mieux. Gérald Darmanin, depuis le début de la semaine, depuis quelques jours, on entend Marseille, c'est Palerme en pire dans les années 80. C'est quoi? C'est la faillite de l'état de droit?
C'est la faillite des politiques, des dirigeants? Il faut pas. Bien sûr, tout ça est extrêmement dramatique. Mais moi, quand je suis au ministère de l'Intérieur, il y avait plus de 60 homicides à Marseille. Du fait du règlement de compte du trafic de drogue. L'année dernière, c'était une vingtaine et cette année, c'est une quinzaine. C'est toujours trop, 15 de trop. Mais vous savez, le Palerme des années 80-90, c'était, je vous le rappelle, 70 morts par an. Et c'était des préfets, des magistrats, des policiers assassinés. Ce n'est pas comparable. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à un point où nous pouvons devenir le Palerme des années 80 si nous ne nous réveillons pas. Si nous ne comprenons pas que ce qui corrompt, c'est l'argent. L'argent qui corrompt jusqu'au cœur des hommes, disait le président Mitterrand. Mais voilà dont on parle. C'est l'argent qui corrompt, l'argent facile qui corrompt. Et notre problème dans notre action publique, c'est que nous faisons beaucoup de travail sur les saisies de drogue et peu de travail sur les saisies d'argent. C'est ça le changement qu'on doit profondément opérer, qu'on opère avec la loi narcotrafic qu'on vient de faire adopter il y a 3 mois. Quand j'ai fait les prisons de haute sécurité, où une trentaine de dirigeants de la DZ Mafia sont aujourd'hui, impossibilité de communiquer avec l'extérieur, on m'a pris pour un quasi-fasciste trop dur, et désormais on me dit pourquoi toutes ces personnes ne sont pas dans toutes ces prisons. Je pense que la société se réveille, c'est une bonne chose. Marseille, c'est une magnifique ville, elle voit pleurer ses enfants, il faut que ça s'arrête, il faut que tout le monde, la police, la justice, bien sûr, les politiques doivent prendre leurs responsabilités, mais toute la société doit comprendre que quand il y a de l'argent sale, il faut le refuser. Alors justement, vous parliez des DZ-Mafia, il y a un des chefs de la DZ-Mafia qui est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Mehdi Kessassi. Il était incarcéré à Bourg-en-Bresse, il a été transféré mardi à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Est-ce que ça n'aurait pas pu ou dû se faire plus tôt, ce transfert? Ah si, je pense que depuis des années, on aurait dû faire ces prisons de haute sécurité. Ça, c'est certain. Il se trouve qu'il y a 700 personnes qui relèvent de la dangerosité potentielle, comme ce monsieur. 700 personnes, en dehors des personnes qui sont là pour terrorisme. Je parle des gens qui sont en responsabilité de criminalité organisée. Les services de renseignement pénitentiaire ont désigné de 1 à 700 les 700 personnes les plus dangereuses dans leur capacité corruptive, dans leur capacité à commander des assassinats à distance, à gérer leurs points de deal, à gérer leur trafic des prisons françaises. Et il fallait évidemment arrêter la naïveté dans les prisons, les téléphones portables, le shit, fermer les yeux, pourquoi pas des visites ludiques pour une partie des trafiquants de drogue. C'était ce niveau-là quand même dans les prisons françaises. Il fallait siffler la fin de cette récréation et il fallait faire ces prisons de haute sécurité. Et moi j'ai fait un truc très simple. Mais est-ce que vos prédécesseurs ont été laxistes, Gérald Darmanin? Non, je pense qu'il y a eu un drame qui est un point de bascule dans l'État, qui s'est passé il y a un an, qui s'appelle Incarville, quand M. Amra... Je mets du conditionnel parce qu'il n'a pas été définitivement condamné pour les actes qu'on pense qu'il a commis, s'est évadé en faisant tirer à la Kalachnikov en pleine journée 2 agents pénitentiaires. Et quand il s'est fait arrêter après des mois de cavale, il a proposé 2 millions d'argent liquide aux policiers roumains qui venaient l'arrêter, pour vous donner la surface de ces personnes. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, dans l'État en tout cas, on a compris, mais comme à l'époque en 2015, on a compris pour le terrorisme, qu'il fallait changer radicalement de position. Mais ça veut dire que s'il y avait eu ces prisons plus tôt, il n'y aurait pas eu l'attaque du péage, il n'y aurait pas eu l'assassinat de Mehdi Kessassi? Vous en êtes convaincu? Sur l'attaque du péage, j'en suis certain, puisqu'il n'aurait pas pu communiquer avec l'extérieur. Je ne connais pas l'instruction qui évoque, comme vos confrères du Parisien, dit que c'est ce monsieur qui aurait passé l'information. Mais on peut penser, en effet, de manière générale, que des prisons françaises, on commande des assassinats, des prisons françaises, on commande des points de deal. Des prisons françaises, moi, je suis allé aux Émirats Arabes Unis il y a 3 jours, j'ai été voir les ministres des Émiratis, je leur ai dit, vous savez qu'il y a des gens à Marseille qui sont en prison au Beaumet et qui gèrent 30 appartements à Dubaï et dont ils touchent l'argent de leur prison. Alors évidemment, il faut que nos amis émiratis ils le font. Maintenant, nous fassent des saisies confiscations. On a obtenu la première saisie et confiscation d'appartements à Dubaï de par trafiquants de drogue. Ce n'était pas le cas auparavant. Mais nous aussi, il faut qu'on fasse le ménage dans nos prisons. Et il est hors de question de penser qu'on puisse garder des téléphones portables et gérer comme un agent immobilier qui passe quelques mois, quelques années en prison, l'argent de la drogue. Donc oui, il est certain que notre naïveté carcérale nous a amené à laisser faire des choses absolument ignobles sur le territoire national. Vous êtes à l'origine, Gérald Darmanin, de la construction de 4 nouveaux quartiers de sécurité, de haute sécurité dans les prisons françaises, des quartiers qui accueilleront des narcotrafiquants dangereux, des hommes et des femmes dangereux. Des hommes dangereux. Est-ce que ça suffira, ces 4 prisons? Est-ce que vous pensez en ouvrir d'autres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Bon, je pense qu'on a réussi, et vraiment c'est grâce au ministère de la Justice, aux agents pénitentiaires très courageux, en 5 mois à faire quelque chose qui était un avant et un après, au moment où on pense que la politique est impuissante. Faire des prisons de haute sécurité en 5 mois, validées par le Conseil constitutionnel. J'ai subi beaucoup de pression, beaucoup de menaces, y compris des menaces juridiques. Des avocats ont porté plainte contre moi à la Cour de justice de la République pour faire ces prisons, que désormais les Européens viennent visiter. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut en faire davantage? Il faut entre 400 et 500 places de prisons de haute sécurité, je le pense. On aura fait, d'ici la fin de l'année prochaine, à peu près 350 places. Vous avez identifié d'autres lieux?
Alors il y a, vous avez dit Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, ça c'est ouvert. Il y aura Réau. Aix-en-Provence, Valence. Il y aura Réau en Ile-de-France, il y aura Aix-en-Provence et Valence, et il y aura Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons d'autres questions en Outre-mer, mais qui sont extrêmement dangereuses également. Moi, je voudrais dire sur la drogue, il faut bien comprendre que c'est un phénomène planétaire. Ce n'est pas pour dédouaner les politiques français, on a tous notre part de responsabilité. Aux États-Unis d'Amérique, le président Trump, il fait tirer par l'armée sur des trafiquants de drogue. Vous avez peut-être vu les images. Oui, au Venezuela aussi. Pour autant, aux États-Unis d'Amérique, la première cause de mortalité, c'est le fentanyl. C'est-à-dire une drogue de synthèse qui, à 5 ou 10 dollars la dose, vous rend dépendant et vous fait mourir toute votre jeunesse, mais aussi des personnes de toutes catégories sociales. Quand la plus grande démocratie du monde, qui a quand même une certaine puissance, et on connaît le volontarisme de M. Trump, n'arrive pas à venir totalement au bout de la drogue, pourtant la moitié des États américains ont légalisé les drogues. On se dit que c'est un phénomène, comme le phénomène terroriste, international, extrêmement compliqué, qui va nous amener pendant des dizaines d'années à mener une guerre extrêmement difficile. Est-ce que vous subissez des menaces de mort de la part des narcotrafiquants? Je ne vais pas répondre à cette question, mais ma famille et moi-même sommes protégés, oui. C'est une question très importante, puisqu'aujourd'hui, vous prenez la parole là-dessus. Vous avez conscience aussi des risques que certains prennent. Vous parliez des magistrats, vous parliez des journalistes. Aujourd'hui, des journalistes ont refusé de s'exprimer sur ce plateau, Gérald Darmanin, puisqu'ils estimaient qu'ils étaient menacés. Oui, mais aujourd'hui, il y a par exemple un chef d'établissement, l'ancien chef d'établissement des Baumettes de Marseille, qui a été changé d'établissement, protégé 24 heures sur 24 désormais avec sa famille, parce qu'il subit des menaces de mort extrêmement étayées. Il y a une juge d'instruction qui est protégée, il y a un procureur de la République qui va l'être. Finalement, c'est le même parallèle que le terrorisme. Ça fait 15 ans qu'on protège les magistrats antiterroristes. À Marseille, protégés ? Je ne vais pas donner cette information, mais de plus en plus. Et il y a encore un an, c'était personne. Donc, vous voyez, il y a 30 ans, on ne protégeait pas les magistrats antiterroristes. Maintenant, ils sont tous protégés. Eh ben, on peut penser que les prochains ministres de la Justice, les prochains ministres de l'Intérieur, ils vont protéger tous ceux qui vont lutter contre le narcotrafic. On crée une procureure nationale contre la criminalité organisée, comme il y a un procureur national contre le terrorisme, à partir du 5 janvier. Ce sera une femme très courageuse qui va mener ce combat, qui est la spécialiste de la lutte contre le blanchiment dans notre pays. Évidemment, les menaces vont être fortes pour elle et pour son parquet. Et vous savez, les agents pénitentiaires qui, tous les jours, gèrent des personnes extrêmement dangereuses, ils sont très courageux parce qu'ils ne sont pas ministres. Moi, j'ai une équipe de sécurité, je l'aurai peut-être toute ma vie, je n'ai pas à me plaindre. Par contre, le type qui rentre chez lui avec sa voiture, alors qu'il a gardé des patrons de la DZ Mafia dans sa prison, il est très courageux pour 2 500 €. Juste un petit point, j'ai eu cette idée de président de sécurité, mais je vais parler des agents parce qu'il me touche beaucoup. Il y a un type que je vais voir dans une prison où il y avait des gens très dangereux, et il me dit, vous savez, monsieur le ministre, vous parlez de corruption des agents, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais moi, j'ai été menacé par une chose très simple. Un matin, j'ai ouvert la porte du prisonnier, et il m'a dit, bon anniversaire à la petite Cécile. Cécile, c'est ma fille, elle a 4 ans. Il savait que ma fille avait 4 ans, s'appelait Cécile, et que c'était son anniversaire aujourd'hui. Voilà une pression que peuvent vivre des agents pénitentiaires, et quand on voit ça, on ne peut pas les laisser dans n'importe quelle prison, on les met nous-mêmes en danger.